pouvoir, des crises de légitimité, des crises de leadership. À quoi ça constitue un danger? Et je pense aujourd'hui que le président de la République doit, je pense, qu'il est conseiller, il doit accepter dialoguer avec ceux-là qui sont même dans le radicalisme, qui reconnaissent que ce sont des citoyens congolais qui ont une façon de voir les choses. Il doit accepter, se mettre autour d'une table avec ceux-là qui ne pensent pas la même chose avec lui. C'est ça le jeu démocratique. Il ne doit pas avoir peur de ça. Et d'ailleurs, nous en avons besoin. Cette république à qui on n'a jamais vu ex-président sur le sol congolais, vous trouvez ça normal? Il faut qu'à un moment donné, on puisse trouver des solutions à ces problèmes. Et oui, que demain ou après-demain, il a compris qu'il y a la position de ceux-là qui ne partagent pas le même point de vue politique avec lui, et que les jours qu'il va céder, le chef qui reste sur le sol congolais, parce qu'il a géré ce pays, parce qu'il a été responsable politiquement au sommet de l'État, et rester au pays, regarder aussi les autres comment ils gèrent. Et pourquoi pas, des fois, être un grand conseiller un jour pour cette République. C'est ça qui nous appelle de notre vœu. Ça suffit. Le temps là, nous, ça nous gêne énormément de voir que la plupart des pays, ils ont leur ex-président. Vous avez le Bénin, j'ai vu ex-président du Bénin aller accueillir son homologue à l'aéroport parce qu'il a entendu qu'il est revenu du pays, il était en voyage, il est allé lui dire bonjour. C'est ça que nous voulons ici dans ce pays-là. Nous ne voulons pas que 2 mois après-demain, il y a un groupe d'armées qui ont pris le pouvoir. Allez, il doit pouvoir dégager parce qu'il a géré, ils étaient mécontents de sa façon de... Puisque maintenant, peut-être, partout, il y a eu des révolutions, récemment peut-être en Centrafrique, on ne sait pas comment ça va évoluer cette transition de 3 ans. On réfléchit dessus, les conséquences se font sentir aussi au niveau du sol congolais, les familles bousisées, les militaires qui ont traversé, qui demandent à retourner chez eux, ça commence à poser problème finalement. Justement, nous devons éviter cette période-là de coups d'État en cascade en Afrique, nous devons éviter. Ce qui vient d'arriver au Centrafrique, c'est une honte. Nous devons quand même à un moment donné nous regarder en face à nos fautes, à nos responsabilités. Ce qui vient de se passer au Centrafrique, c'est une honte pour l'Afrique. Les Africains ne devaient pas être fiers de ce qui est en train de se passer. Je me rappelle avoir assisté en janvier dernier à Libreville, à la signature de l'accord de Libreville. Loin de ça, on ne pensait même pas que l'issue, puisque le lendemain, ils étaient censés créer un gouvernement de transition, aller dans une période de transition de 3 ans. Bon, finalement, aussi. Il y avait déjà des positions tranchantes, il y avait déjà le point de vue, il y avait toujours comme ça. C'est pendant la période des négociations qu'on cherche on pense toujours à éliminer l'autre. Vous savez, nous devons sortir de cette honte-là. Cette honte-là qui gangrène vraiment l'Afrique. Et après, on commence à se dire, oui, pourquoi l'Occident donne des leçons? Oui, l'Occident a le droit de nous donner des leçons parce que nous n'avons jamais cessé à des coups d'État et des choses vraiment qui ont existé vraiment il y a des siècles en Europe. Voilà. Donc moi, je pense que nous devons quand même nous regarder en face à nos responsabilités pour dire ça suffit comme ça. Ça suffit l'appel de coup d'État en Afrique. Et nous devons l'éviter vraiment d'une manière ou d'une autre ici en RDC. Il faut qu'on arrive à un moment donné où que les changements, la passation de pouvoir soit de manière pacifique et démocratique. Parce que tel a perdu les élections, où il a fini son mandat, et l'autre qui vient par la voie démocratique entre en jeu et les laisser tranquilles. Et celui qui a été au sommet de l'État, comme prévoit la Constitution, peut-être qu'il sera sénateur pour donner encore d'autres conseils pour la République. C'est ça que nous voulons. Il ne faut pas qu'on arrive vraiment à détruire encore les minimums qu'on est en train de construire pour que demain après-demain, on ne sait pas où se trouve la famille qui a dirigé ces pays comme fut du temps de Mobutu, Kasavubu et les autres là. C'est triste, c'est pas normal. Alors, Michel Kitoko, j'aimerais quand même qu'on revienne aussi, puisqu'on sommes en train de parler de ce qui se passe dans la sous-région, revenir sur le cas où le procès Taganda. Il y a 3 semaines de cela, je crois qu'on parlait avec vous ici sur ce plateau de ceux qui devraient être arrêtés et traduits en justice. Je sais que cela vous a réjoui, c'était un de vos voeux, que le Seigneur de guerre puisse se répandre de ses actes. On a vu Bosco Taganda. Finalement, la grande surprise, le mandat d'arrêt le présenté comme rwandais. Finalement, à la CPI, il s'est présenté, il s'est dit, je m'appelle Bosco Taganda. 2 noms que mes parents m'ont donné. J'étais militaire congolais. Donc il s'est présenté comme Congolais, la grande surprise peut-être de tous. Alors, votre réaction ce jour-là? Ma réaction très simplement, c'est que nous avons l'obligation, nous, élites politiques congolais, d'éclairer la population congolaise, de dire la vérité sur un certain nombre de choses. Bosco Taganda est né au Rwanda, de père et de mère rwandais. De par la filiation du sang, il est rwandais. Ce n'est pas le juge de la CPI qui va décréter de quelle nationalité est-il. Ça, c'est clair et net. Et vous savez, il y a trois notions pour bénéficier d'une nationalité. Vous avez le jus solis.
le droit du sol. Le droit du sol, lorsqu'on est né sur le sol d'un pays, on peut bénéficier de la nationalité par le fait qu'on est né dans tel ou tel pays. Comme naissent certains de nos enfants en France, bénéficient par le droit du sol la nationalité française. Ça, c'est reconnu mondialement. Alors, Bosco Ntaganda est né au Rwanda. Il pouvait bénéficier, je dis bien, bénéficier de droit du sol par le fait qu'il est né au Rwanda. Deuxième chose, filiation par les sangs. Il est de père et de mère rwandais. Donc vous comprenez déjà qu'il y a une deuxième dose contributive qui s'en ajoute. Ça veut dire que par la filiation du sang, il est rwandais. Il y a troisième chose, si Bosco Ntaganda aurait épousé une Congolaise, que je ne connais pas encore, qui n'est pas encore dévoilée, il pouvait bénéficier de la nationalité congolaise par le fait qu'il a épousé une Congolaise. Et jusque-là, nous ne connaissons pas la femme de Bosco Ntaganda, et qui s'est dit, je suis l'épouse de M. Ntaganda, je suis congolaise, née au Congo, grandie au Congo, de père et de mère congolaises. Vous comprenez un peu? Donc, le fait qu'il y a troisième, par naturalisation bien sûr, lorsque quelqu'un aurait commis des actes aussi importants pour les plus hauts intérêts de l'État, le gouvernement en place peut donner la nationalité par la personne qui a posé des gestes patriotiques. Et je ne connais pas un geste patriotique que Bosco Ntaganda aurait posé sur les sols congolais. Donc vous comprenez que nous devons dire la vérité à nos populations. Mais pour le gouvernement, je suivais encore le porte-parole, va entamer des démarches. Peut-être qu'il aurait usurpé la nationalité congolaise, ce qui a fait peut-être qu'il se retrouve dans les rangs de l'armée. Le gouvernement a également mené des démarches. Mais il fera quoi? Mener des démarches, il fera quoi? C'est le gouvernement. Il est à La Haye. À La Haye, ce n'est pas en garde à vue. On rentre aujourd'hui, on sort demain. Mais c'est là qu'ils vont encore renchérir avec ce dossier peut-être d'usurpation. Mais non, mais qu'est-ce que ça va? Là, il est appelé crime contre l'humanité, crime de guerre, viol, ainsi de suite. C'est beaucoup plus grave. Ce qu'il a amené là-bas à la CPI est plus grave que l'usurpation de nationalité. L'usurpation de nationalité, vous avez des gens qu'on peut prendre ici, on les met à Makala et après, des procédures administratives, il viendra par la suite. Et puis, bon, voilà, peut-être la personne libérée. On ne met pas quelqu'un éternellement en prison par le fait qu'il a usurpé la nationalité. Moi, je pense aujourd'hui que le gouvernement devait regarder les choses en place. Essayer de mener de l'enquête au sein de notre armée. Parce que demain, après que la contestation puisse aider l'armée congolaise à trouver la paix vraiment à l'est du pays, ça viendra l'ère de bilan. Le bilan pour savoir quels sont les nombres d'actes que nous avons posés, qui a été infiltré au sein de l'armée pour déstabiliser quoi et pourquoi on n'était pas efficace. Il y aura un moment de bilan. Mais maintenant, on n'en est pas encore au moment de bilan. Nous sommes à la recherche d'une solution. Bosco Ntaganda, encore une fois, je vous dis, ce n'est pas les juges de la CPI qui va déterminer sa nationalité, non. C'est à l'État congolais de regarder sur base des éléments pour dire, voilà, il est né au Congo, et il est né au Rwanda, de père et de mère rwandais, il a la filiation du sang rwandais, il est né là-bas, juste solis, droit du sol, c'est que, quelque part, il y a eu un dysfonctionnement administratif qui a fait que celui-là a pu intégrer le système. Le Rwanda n'a pas réagi ou le Rwanda n'avait pas... Lorsque la CPI émettait le mandat, Bosco Ntaganda comme citoyen rwandais, on n'a pas entendu le Rwanda dire non, ce n'est pas notre citoyen. Que voulez-vous que le Rwanda dise? Bosco Ntaganda est rentré au Rwanda sans formalité. Il est rentré, il a traversé la frontière sans formalité. Sans formalité jusqu'à Kigali. Vous pensez que le territoire rwandais, on peut l'affranchir comme ça en tout moment? Et surtout qu'on a dit qu'il y a 150 km entre le poste où il est entré et l'ambassade des États-Unis. Voilà, je sais que le territoire rwandais est contrôlé par les éléments du Rwanda, par la force publique rwandaise. Il est rentré sans formalité. On n'a jamais publié comment il a pu rentrer, avec quel passeport, avec quel document. Il a pu rentrer au Rwanda jusqu'à la porte de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ça, il n'a pas pu être appréhendé par la police rwandaise, par l'armée rwandaise. Quelqu'un comme ça, vous pensez que tout citoyen ordinaire de n'importe quel pays va venir comme ça à partir du Congo, entrer sur le territoire rwandais sans formalité jusqu'à Kigali? S'il n'est pas vraiment rwandais, moi je pense aujourd'hui, lui-même Bosco Ntaganda, il a dit, il est né au Rwanda. Son père est rwandais, sa mère est rwandaise. Par la filiation du sang, c'est un citoyen rwandais. Par le droit du sol, c'est un citoyen rwandais. Alors, quelle nationalité vous voulez encore les donner ici sur le sol congolais? Lequel? Il est marié avec... depuis quand il est marié avec une Congolaise? Et combien d'enfants a-t-il sur le sol congolais? Et tout ça, on doit pouvoir l'examiner. Et qui l'a accordé la nationalité? À quelle période on l'a accordé? Par qui? Par quelle autorité?
C'est tout ça, ce sont des questions auxquelles le gouvernement doit pouvoir éclairer la population. Donc moi, je dis encore une fois, ce n'est pas un débat. Je ne veux pas en faire un débat là pour incriminer un seigneur de guerre, un terroriste qui est parti, qui a quitté l'Afrique, qui est là-bas à La Haye. Il va répondre aux actes qu'il a posés. Mais maintenant, ce que nous voulons, c'est que la population congolaise puisse retrouver vraiment la paix. La paix, tant entendue, nous en avons besoin. Les 100 Congolais ne méritent pas être comme ça sans être vengés. Alors, la paix, puisque on parle de Bosco Taganda à La Haye, on parle de la brigade d'intervention qui arrive. Est-ce que ça va constituer à dissuader d'autres seigneurs de guerre ou d'autres aventuriers dans cette partie de l'Est de la RDC? Mais parce qu'ils commencent à être tétanisés bien avant même que cette force n'arrive. Ils commencent à crier, oui, l'ONU a choisi la voie de la guerre qu'eux-mêmes, ils ont choisi. Ils ont choisi cette voie-là. Ils ont préféré prendre les armes d'assaut. Ils ont préféré à ciel ouvert massacrer la population là-bas. Ils ont choisi eux-mêmes violer les femmes. Ils ont choisi eux-mêmes violer les enfants. Ils ont choisi eux-mêmes mettre la population dans des conditions de nomades. Ils ont choisi tout ça. Tous les actes répréhensibles par la communauté internationale et par les droits congolais, ils ont choisi ça. Et aujourd'hui, maintenant, ils vont commencer à pleurer pourquoi la communauté internationale choisit la voie de la guerre. La voie qu'eux-mêmes, ils ont choisie. Ils ont choisi cette voie-là, on répondra par cette voie-là. Donc je pense qu'il ne tue pas l'épée, périra par l'épée. C'est ça la devise reconnue mondialement. Les chances de la brigade d'intervention, pour certains, on ne donne pas trop de chances, puisque les groupes armés maîtrisent mieux, ça je suivais encore 2-3 personnes qui le disaient à la télé, à la radio, maîtrisent mieux peut-être l'Ituri ou également le Nord Kivu, ils maîtrisent mieux le territoire. Est-ce que vous donnez la chance à cette brigade d'aller partout, 3069 hommes, d'aller partout pour la traque, puisqu'il faut le dire, traquer et neutraliser? Je pense qu'aujourd'hui, la technologie a beaucoup évolué. Vous n'allez pas dire ça à un Américain qui ne connaît pas l'Irak. Vous avez vu dans quelles conditions l'armée américaine a mis en déroute toute une armée irakienne pour n'avoir pas été en Irak. Aujourd'hui, quand on a une puissance, on a une force avec la technologie aussi évoluée, par des voies satellitaires et autres, on n'a pas besoin de connaître le terrain. Hein. Les satellites sont là, les moyens sont là, les drones qui sont ont là, posé problème. tous les moyens ils sont là, cartographie de pays. Aujourd'hui, le monde est globalisé. Le monde est globalisé aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, oui, que ce sera l'handicap par le fait que nous, ils connaissent mieux le terrain que quiconque. Ben Laden s'est caché depuis des années là-bas, où il était au Pakistan. Voilà. Finalement, l'armée américaine a eu raison. Ils l'ont traqué. Malgré les difficultés, les montagnes et autres, Ben Laden, on a mis la main sur eux. Comme a prévu le président américain, qu'on mettra la main sur lui, vivant ou mort. Et voilà, on a mis la main sur lui, il est mort. Aujourd'hui, les Américains, ils se sont débarrassés de Ben Laden. Le système de connaître les terrains aujourd'hui, la technologie a tellement évolué. Donc cette armée qui vient, c'est une armée adaptée, qui connaît déjà la situation de terrain. Et je pense qu'avec cette technologie qui est déjà évoluée, on peut trouver une solution. Encore une fois, voilà pourquoi j'ai dit, au sein de notre armée, nous allons pouvoir essayer de trouver des brigades vraiment spécialisées dans les domaines de mettre la paix durable à l'est du pays. Vraiment spécialisées pour la question de l'Est. Pour certains, la paix durable viendra si un changement de régime au Rwanda, par exemple, puisque le problème, ou peut-être en Ouganda, puisque pour certains, le problème, c'est Kagame, c'est Museveni. Kagame, il est bien connu du monde entier que c'est un conflictogène. Quand je dis ça, je ne dis pas pour rigoler. Il ne vit que lorsqu'il existe des conflits. Il existe parce qu'il y a des conflits quelque part. Il fait croire au monde entier qu'il y a un danger qui les guette à l'intérieur de l'Est du pays, à l'intérieur de la RDC. Et c'est avec ça que lui se donne le droit, il s'octroie le droit de faire tout ce qu'il est en train de faire là-bas. A-t-il un régime démocratique chez lui? Dans quelles conditions il a mis ses autres frères qui étaient soi-disant d'autres ethnies, les Hutus et les autres là? A-t-il démocratisé là-bas chez lui? Hier, on sait que c'est l'axe du mal. Il y a quelqu'un qui disait qu'on réclame beaucoup à la RDC, démocratie, droits de l'homme, que ces questions, on devrait les poser peut-être au Rwanda, pays voisin, qui aujourd'hui hier on l'a dit, venait de prendre réellement ses fonctions dans la plaque tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez, on ne va pas faire l'amalgame. On ne va pas faire l'amalgame. Moi, je ne suis pas au gouvernement aujourd'hui. Je peux avoir des choses à reprocher au gouvernement congolais, beaucoup de choses d'ailleurs, mais je ne ferai pas l'amalgame. Je sais que la souffrance, aujourd'hui, ce que souffrent nos compatriotes à l'Est n'a rien à voir avec la mégestion de la situation. Ça n'a rien à voir. C'est un complot